Bien, tout d'abord, je remercie les organisateurs de m'avoir convié à ces rencontres qui, effectivement, moi, m'interpellent beaucoup. Et dans mes actions de recherche, je me retrouve tout à fait dans les questionnements qui sont posés, qui vont continuer à être posés au cours de cette journée. Alors, mon prédécesseur a posé une question à laquelle je vais pouvoir répondre, hein. Aujourd'hui, les collectivités n'ont pas accès à l'information sur la qualité agronomique des terres. Eh bien, moi, l'action recherche que je vais vous présenter va vous montrer qu'aujourd'hui, nous, on s'est engagé dans cette voie-là et qu'aujourd'hui, en Basse-Normandie, on apporte des éléments de réponse aux collectivités pour mieux raisonner leur territoire. Donc cette action de recherche, elle porte sur la détermination et la spatialisation des potentiels de production des terres agricoles qui sont soumises à la pression de l'urbanisation. Et je vais prendre un exemple, j'aurais pu en prendre bien d'autres, mais j'ai pris l'exemple du pays de la baie du Mont-Saint-Michel parce que internationalement, le Mont-Saint-Michel est connu, hein, et ça permet de mieux situer nos travaux. Donc ce travail a été mené, là aussi c'est une originalité, dans le cadre d'un partenariat entre le monde de la recherche, hein, l'Université de Caen, et puis un organisme, un acteur de la vie publique qui est la SAFER de Basse-Normandie. Et notamment cette collaboration a débouché sur la création d'une association qu'on a appelée Vigisol, hein, qui porte sur à la fois l'observation de la consommation des terres et sur la possibilité d'apporter des données utiles aux collectivités pour mieux raisonner leur urbanisation. Alors, quand on parle de terres agricoles, cette notion est indissociable de la notion de sol. Et il y a eu quelques rappels à l'instant sur l'importance des sols pour la vie, pour toute forme de vie, et notamment pour les sociétés humaines. Bon, je vais faire aussi là un petit rappel sur les fonctions principales du sol pour montrer que c'est une ressource qui est naturelle, qui est vitale pour les sociétés et qui est une ressource qui doit être protégée au regard des pressions qu'il subit. Donc le sol, c'est, on l'a dit, un écosystème qui est au service de l'homme parce que d'une part, c'est un support de production de biomasse. Quelques données, on voit ici que le sol, ça concerne presque 30 millions d'hectares pour l'agriculture. Le sol, c'est plus de 15 millions d'hectares pour la production forestière. Donc une place importante pour les productions de biomasse pour les sociétés. Le sol, c'est également un facteur de développement des sociétés, puisqu'il est à la fois matériaux et support pour l'habitat, pour les aménagements routiers, pour les activités industrielles. Le sol, c'est également une composante environnementale majeure. C'est un régulateur incontestable de la ressource en eau, hein. Il intervient à travers notamment le ruissellement, l'infiltration et le stockage des eaux pluviales dans le cycle de l'eau. C'est un régulateur de la ressource en eau également sur les aspects qualitatifs, puisque le sol, là aussi, va jouer un rôle de filtration, de fixation, d'élimination des matières polluantes. Et puis, c'est une composante environnementale majeure également, parce que c'est un déterminant de la qualité de l'air, puisqu'on ne le dit pas assez, hein, le sol, c'est la plus grande réserve terrestre de carbone, 1600 gigatonnes de carbone estimées, pour à peu près moitié moins pour l'atmosphère. Et que la transformation des usages du sol, notamment le passage d'une forêt et d'une prairie en culture, eh bien, va entraîner un déstockage de carbone de l'ordre de 1,6 gigatonnes de carbone à l'échelle mondiale. Et évidemment, ce déstockage va entraîner un renforcement de la présence du gaz carbonique dans l'atmosphère et donc intervenir sur le processus de l'accélération du changement climatique. Donc il a un rôle important dans l'atténuation ou l'accélération du changement climatique. Alors pour autant, cette ressource qui est une ressource vitale, eh bien, c'est une ressource qui est fortement menacée, hein. Vous avez ici au tableau les différentes formes de menaces qui ont été identifiées par l'Agence européenne pour l'environnement, qui montrent qu'effectivement, notamment en Europe, c'est près de 54 millions d'hectares qui subissent l'érosion et donc qui entraînent une perte irréversible de sol. C'est également une augmentation du tassement, une baisse de la fertilité, et puis également, donc, ce qui avait été relevé, c'était à la fin des années 90, c'était aussi l'impact de l'imperméabilisation liée à l'urbanisation sur les sols. Et notamment, ce phénomène m'a interpellé dans le cadre d'un programme d'action que j'ai mis en place au milieu des années 2000, qui s'appelle le programme Déméter, et qui a été ensuite renforcé, pérennisé via cette association dont je vous ai parlé qui est Vigisol. Alors l'idée à cette époque-là, parce qu'on parlait assez peu finalement de l'impact de l'imperméabilisation liée à l'urbanisation des sols, l'idée c'était d'abord de dresser un constat de ce phénomène
pour sensibiliser. Ensuite, c'était d'apporter un diagnostic, une méthode originale pour diagnostiquer cette consommation d'espace par l'urbanisation et surtout de mesurer, de mettre ça en lien avec l'impact environnemental et agricole. Et puis enfin, c'était parce qu'on s'est positionné très vite aussi sur une recherche qu'on va qualifier un petit peu de recherche utile, c'est-à-dire une recherche au service des acteurs pour essayer de les aider aussi à mieux raisonner l'aménagement de leur territoire. Et donc pour cela, pour étudier la consommation des espaces et l'urbanisation, bon, il existe tout un tas de données. On connaît Corine Cover, on utilise aussi les données Terruti-Luca, il y a le cadastre, il y a les données de l'INSEE, d'Eurostat. Bon, toutes ces données présentent des avantages, des inconvénients. Nous, on a souhaité nous positionner sur une autre source d'information qui était les photographies aériennes pour nous permettre d'avoir à la fois un volet quantitatif et qualitatif sur la consommation des espaces. Et donc cette photographie aérienne, eh bien, on a des missions en France qui sont notamment pilotées par l'IGN et qui permettent à des dates différentes de pouvoir comparer l'évolution des usages du sol. Et là, vous avez l'exemple donc en haut d'une parcelle agricole qui a basculé vers un lotissement que l'on voit sur la photo du bas. Et donc du coup, ce travail d'observation sur des périodes différentes permet à la fois de qualifier les anciens usages, les usages plutôt à vocation agricole, et puis également de qualifier les nouveaux usages, les nouvelles modalités d'urbanisation. On peut aller très très loin à travers ce travail de photo-interprétation pour identifier à la fois ce qui relève de l'activité agricole, ce qui relève de l'habitat, ce qui relève des activités économiques, etc. Et donc, eh bien, quand on a fait ce travail, on l'a mené très tôt. En fait, on a développé une sorte d'observatoire de la consommation du foncier. Et on l'a fait à partir donc, des fichiers sources de l'IGN dont on pouvait disposer. Et malheureusement, il est difficile d'un département à un autre, puisque l'idée c'était d'avoir une observation à l'échelle régionale, d'avoir exactement les mêmes dates de mission de l'IGN. Donc vous voyez, c'est la raison pour laquelle, pour la Manche, on a travaillé sur 2002-2007, puis 2007-2010. Pour le Calvados, on avait une mission supplémentaire à des dates un petit peu différentes. Et aujourd'hui, on est en train de travailler on va travailler sur les données 2014 pour réactualiser nos bases de données. Donc ce travail, eh bien, c'est un travail important dans l'identification des surfaces urbanisées. C'est plus de 38 000 objets identifiés à travers les 3 départements. C'est 16 000 hectares de surfaces qui ont été consommées par l'urbanisation, ce qui représente à peu près 9 hectares par commune. L'intérêt de cette méthode aussi, c'est que évidemment, on a cherché aussi à définir un petit peu la robustesse et en faisant un travail de validation sur la reconnaissance des objets. Et on est arrivé à la conclusion que la marge d'erreur, en gros, qui est une marge de sous-estimation de l'urbanisation, des surfaces urbanisées, est de l'ordre de 2,5%, ce qui est quand même relativement peu, et permet quand même de valider cette méthode. Alors vous avez ici, au niveau de la Basse-Normandie, par ces couleurs, la représentation des surfaces qui ont basculé, qui sont passées donc de l'espace agricole, rural à un espace urbanisé. Et quand on ramène ces surfaces urbanisées à l'hectare, par commune, eh bien, vous avez une distribution ici, une pression de l'urbanisation qui ressort autour des principales agglomérations et puis autour notamment des bordures littorales. Alors on peut faire ressortir aussi les modalités d'urbanisation dominantes par commune. Là encore, on voit qu'autour des agglomérations, si on prend l'exemple de Caen, on va retrouver essentiellement l'impact des lotissements par cette couleur, et puis l'impact aussi des zones d'activité économique. Et puis quand on s'éloigne de ces agglomérations, on va retrouver comme modalité dominante l'habitat disséminé qui va participer au mitage de l'espace rural. Et puis on va noter aussi, parce qu'il ne faut pas l'exclure, loin de là, c'est le rôle de l'agriculture qui elle-même va prendre de l'espace agricole pour pouvoir développer son activité, notamment dans le cadre de mise en conformité de bâtiments d'élevage, par exemple, d'extension de bâtiments. Ce qui fait que quand on synthétise un petit peu ces données, on arrive si on prend les 2 départements de la Manche et de l'Orne, on arrive donc sur des valeurs de surface consommée. Pour la Manche, sur la première période, de 635 hectares par an. Et ce qui est important, c'est qu'à travers ces différentes périodes, on voit quand même une décélération sur la dernière période de la consommation d'espace liée à l'urbanisation.
Néanmoins, lorsqu'on harmonise un petit peu tout ça, eh bien, vous voyez ici, on a mis une donnée. Alors, je ne pense pas qu'on ira jusque-là, mais c'est aussi, il s'agit de faire passer une information. C'est de montrer que si on continue à urbaniser sur ce rythme-là, eh bien en Basse-Normandie, on n'aura plus 1 m² de surface agricole utile dans 700 ans, hein, dans 7 siècles. 7 siècles, à l'échelle de l'humanité, c'est extrêmement peu. Donc il est bien évident qu'on ne peut pas continuer ce type de démarche, hein, ce processus d'urbanisation à ce rythme. Il faut repenser l'urbanisation. Alors, mesurer l'urbanisation des terres, c'est une chose qui est importante, c'est de pouvoir aussi mettre ça en vis-à-vis avec les conséquences environnementales et agronomiques. Et donc là, l'idée, ça a été de pouvoir évaluer, à travers la connaissance des sols, les potentialités de production des sols, pour à la fois avoir une idée sur l'ensemble du territoire de la valeur d'une terre agricole, mais aussi pour pouvoir mesurer l'emprise de l'urbanisation sur cet outil de production qui est le sol. Alors pour ça, on s'est appuyé dans un premier temps sur le travail de Brucker, hein, qui montre ici la façon dont on peut arriver à qualifier la valeur agricole d'une terre en s'appuyant à la fois sur des critères de sol et sur des critères topographiques. Et à travers donc ce modèle, bon, je ne vais pas le commenter, ça serait trop long, mais en gros, en croisant ces différents critères sol et topographiques, eh bien, on arrive à une classification finale des terres avec donc des classes 1 et 2 qui renvoient aux meilleures terres agricoles, et puis 5 et 6 aux terres les plus défavorables. Alors évidemment, pour pouvoir mobiliser ce modèle, eh bien, il faut avoir la donnée sol, hein. Et le problème, c'est que quand nous, c'est le cas, on souhaite pouvoir apporter une information la plus précise possible aux acteurs du territoire, eh bien, il faut pouvoir disposer de bases de données sol extrêmement précises. Le problème, c'est qu'en Basse-Normandie, dans bien d'autres régions, cette donnée n'existe pas, hein. Il y a un programme national qui s'appelle le programme GCS, qui vise à une cartographie au 250 millième des sols, mais à cette échelle-là, on ne peut pas faire de l'aménagement de territoire. Donc, pour la Basse-Normandie, il a fallu qu'on s'attelle à produire cette base de données. Alors pour ça, on va utiliser des outils adaptés, hein. Vous avez une tarière, par exemple, qui permet de reconstituer au sol les profils de sol, hein, avec un certain nombre de carottage. Et puis, on va faire également des fosses pédologiques pour observer en conditions naturelles les sols. Alors, cela, il faut le reproduire sur tout un territoire comme le territoire de... Alors, ce travail-là, on l'a fait dans l'intégralité du Calvados, hein, 9000 sondages. Et là, c'est l'exemple du Sud-Manche, mais on va arriver à plus de 11 000 sondages pour la Manche, et on sera à peu près sur les mêmes valeurs. Bon, en gros, il faut retenir pour une région comme la Basse-Normandie, c'est 30 000 petits points comme ça. Donc c'est un travail important. Alors, vous voyez, hein, c'est un peu plus de 4000 sondages réalisés. On est sur une résolution d'un sondage pour 40 hectares de SAU. Et en termes de déplacement, alors là, c'est vrai que c'est un travail important, mais c'est important de rappeler aussi tout ça. Et j'y reviendrai en conclusion. C'est en termes de déplacement, une fois le tour de la Terre en voiture pour aller faire les petits trous. Alors, une fois qu'on a fait toutes ces observations, le problème, c'est comment peut-on interpoler ces données ponctuelles, hein, comment passer finalement de relevés ponctuels à une cartographie. Alors vous retrouvez ici les petits points qui sont les sondages et puis le zonage qui en a été fait. Alors en pédologie, on a des concepts qu'on peut mobiliser, hein, que vous avez ici, qui sont des concepts où en fait on va mettre en relation par rapport à des séquences, des types de sols que vous retrouvez ici, avec qu'on va croiser avec la topographie, les variations topographiques, avec les types de roches, avec l'âge géologique des surfaces topographiques, avec l'occupation du sol et avec les variations climatiques. Et quand on prend en compte tous ces concepts, que l'on est dans le cadre d'une démarche hypothético-déductive sur le terrain, hein, où on cherche à chaque fois à remobiliser ses connaissances pour valider des hypothèses sur la spatialisation des sols, eh bien on arrive avec l'expérience et avec les années, hein, puisque aujourd'hui ça fait bientôt 20 ans que je fais des sondages, eh bien on arrive à arriver à ce type de carte, hein, cette représentation un petit peu simplifiée des grands types de sols. Alors derrière ces grands types de sols, eh bien, on a tout un tas de bases de données qu'on va pouvoir aussi spatialiser. Donc vous avez ici une cartographie de la répartition des épaisseurs de sol. À côté, vous avez les textures des sols, hein, des textures argileuses aux textures sableuses en jaune.
Ici, la répartition des charges caillouteuses. Et puis si j'ai pris ces 3 cartes, c'est parce qu'en fait, de ces 3 premières cartes, on va pouvoir en déterminer une 4e qui va être utile pour la suite de notre exposé, qui est la carte des réserves utiles. Hein, on a une répartition des réserves utiles tout à fait en bas. Alors le modèle de Brucker, il est bien, mais le problème, c'est qu'il a une limite, c'est qu'il considère que le climat est une constante dans la caractérisation des sols. Or, le climat présente une variabilité spatiale qui est importante, et notamment qui intervient considérablement dans ce qui a été évoqué tout à l'heure et qui est une contrainte au développement des végétaux, qui est le déficit hydrique. Hein. Et pour pouvoir déterminer ce déficit hydrique, il faut connaître la réserve utile des sols, mais il faut connaître aussi la variabilité spatiale du climat à travers la variabilité spatiale des précipitations et des températures. Et donc, une fois qu'on intègre ces données climatiques et qu'on associe aux données pédologiques, eh bien, on peut arriver donc à une cartographie de cette sécheresse, en quelque sorte, cette sécheresse agricole des sols, et qui est un élément important que l'on va prendre en compte, nous, pour caractériser les potentialités agronomiques. Alors, comme on a procédé, eh bien, de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on a développé un modèle empirique, hein, qu'on appelait le modèle NGQS, qui permet de prendre dans un premier temps des critères fondamentaux pour caractériser un potentiel de production d'une terre, dans le cadre d'un système conventionnel de production. Donc on a l'épaisseur, le déficit hydrique, l'exposition des versants, la texture. On va arriver donc à une note globale de la qualité des terres, et cette note globale va être éventuellement déclassée selon que l'on rencontre des situations d'engorgement en eau, qui est l'hydromorphie, ou de pente excessive qui va rendre le drainage excessif. Et à partir de là, eh bien, en rencontrant notamment les agronomes des champs d'agriculture de notre région, eh bien, on peut mettre en face de ces notes de qualité de terre des potentiels de production que l'on va exprimer en tonnes, en quintaux par hectare ou en tonnes de matière sèche par hectare également. Donc ça a été validé par les agronomes. L'acquisition de ces données sur les potentialités agronomiques pose la question ensuite de leur représentation spatiale. Pour représenter les potentialités agronomiques, la première possibilité, c'est de pouvoir exploiter les données du registre parcellaire graphique, hein, qui est ici donc la représentation des îlots PAC, où on peut renseigner la valeur agronomique, enfin les potentiels de production à l'échelle de ces îlots. Le problème, c'est que l'ensemble du territoire agricole n'est pas identifié à travers le registre parcellaire graphique. Vous voyez toutes les zones lacunaires en blanc, qui sont des surfaces qui ne font pas l'objet d'une déclaration PAC, donc qui nous échappent. Donc l'autre solution, c'est finalement de définir un maillage où on va avoir des unités spatiales qui sont homogènes sur l'ensemble du territoire et que l'on va pouvoir renseigner ensuite pour avoir une information exhaustive. Bien évidemment, avant d'aller plus loin, on a cherché à valider nos résultats. Et on a pris pour ça un certain nombre de communes. Là, j'ai pris juste une petite commune qui était intéressante parce qu'elle présentait une certaine variabilité, une certaine diversité dans les potentialités agronomiques. Hein. Vous retrouvez ici les valeurs. Donc plus on va vers le vert foncé, meilleurs sont ses potentiels de production. Et plus on va vers le rouge, moins c'est bon. Et sur cette commune, donc, nous, on est arrivé à cette cartographie où on a finalement toute la palette de couleurs. Et on a été voir les agriculteurs et on leur a dit qu'est-ce que vous pensez de cette carte-là au regard de ce que vous obtenez, vous, dans vos parcelles. Et il s'est avéré qu'à peu près 90% l'information était bonne. Et puis on notait quand même, vous voyez comme ici, quelques différences. Et on les a interrogés sur pourquoi finalement ces différences. Et ces différences étaient liées principalement pour eux à la prise en compte nécessaire de l'exposition, plus que de la pente dans l'appréciation d'un potentiel de production. Hein, c'est notamment l'encadré bleu que vous avez au-dessus. Donc on a tenu compte de ces remarques pour améliorer le modèle et le rendre encore plus fiable. Alors vous avez ici donc une représentation de ces potentialités à l'échelle des îlots et puis à l'échelle de la maille. Hein. Alors la maille que l'on a choisie, c'est une maille de 300 mètres par 300 mètres. On n'a pas été au-delà parce qu'en fait, il fallait tenir compte du niveau de précision des informations sol que l'on avait au départ. Donc aller plus fin encore, ça n'avait pas de sens. Alors quand on compare finalement ces deux rendus, on s'aperçoit que chacune des deux méthodes est intéressante. C'est-à-dire qu'en intégrant à l'échelle de l'îlot, eh bien, on peut apporter de l'information à des îlots de petite taille, information qui disparaît au niveau du maillage. Par contre, le maillage, lorsqu'on est sur des îlots assez grands comme ici, eh bien, permet de montrer qu'à l'intérieur d'un îlot, on peut avoir de l'hétérogénéité en termes de potentiel de production. Et c'est important aussi d'apporter cette information-là.
Ce qui est important également, c'est, comme on l'a fait tout à l'heure pour la petite commune, c'est pouvoir définir un niveau de certitude de l'information potentialité de production au niveau des mailles. Là, on retrouve donc les potentialités de production, et de l'autre côté, vous avez les niveaux de certitude de l'information qu'on va apporter. Et bon, on s'aperçoit qu'effectivement, quand c'est vert, finalement, ça veut dire que l'information qu'on a à l'intérieur de la maille, les critères qu'on a utilisés pour obtenir les potentialités de production sont relativement homogènes en termes de valeur. Par contre, quand on est sur du orange, eh bien, ça veut dire qu'ici, on a de la diversité de données de départ qui nous amène à un résultat qui est quand même plutôt incertain. Mais globalement, vous voyez qu'on arrive quand même à une restitution, enfin, à un rendu qui est satisfaisant. Le modèle, au départ, était, comme je l'ai dit tout de suite, destiné à évaluer un potentiel de production dans le cadre de systèmes conventionnels. Mais on s'est dit qu'il était nécessaire de pouvoir adapter ce modèle à des systèmes différents, et notamment d'autres systèmes, et notamment dans notre région, le système maraîcher, qui est important. Et là, vous avez l'exemple d'un rendu cartographique à partir du modèle de départ sur une zone maraîchère, et le rendu en bas lorsque l'on prend en compte les critères des maraîchers pour caractériser une bonne terre. Donc ça modifie le résultat. Et donc on cherche effectivement à prendre en compte aussi ces différents systèmes. Alors on continue à faire évoluer le modèle, et on a bon espoir également de pouvoir apporter une information en fonction des types de cultures. Alors le résultat est celui-là, à l'échelle du pays de la baie du Mont-Saint-Michel. Cette cartographie par maille de 300 par 300 mètres. Où on voit que globalement, on est sur des nodes de moyenne à assez bonne qualité, principalement. Quand on revient maintenant à l'observation du foncier, à l'observation de la consommation de l'espace par l'urbanisation, que l'on va ensuite confronter aux données de production, aux potentialités de production, eh bien, on voit que sur les périodes 2002, entre 2002 et 2010, on arrive à cette urbanisation. C'est toutes les taches noires que vous voyez à l'écran. Et que ça représente donc un peu plus de 1500 hectares sur la période, avec, pour ce secteur-là, finalement, une urbanisation qui s'est maintenue de la même manière sur les deux périodes. Ce qui a été consommé, c'est principalement, et c'est lié aussi au système de production en place, ce sont les prairies, et puis très secondairement, les cultures. Concernant les modalités d'urbanisation, eh bien, ce qui ressort, c'est tout ce qui est dans les jaunes, oranges, rouges, c'est lié donc à l'habitat, donc soit sous forme de lotissement, d'habitat disséminé, d'habitat collectif. Donc ça, c'est vraiment le plus gros des surfaces urbanisées. Et puis, à noter quand même que les activités agricoles sont aussi consommatrices d'espace. Alors, dans un premier temps, quand on mesure l'impact environnemental de cette urbanisation, eh bien, on peut le faire notamment par rapport au bilan carbone. Ici, vous avez donc quelques données concernant la capacité de stockage en carbone des terres en fonction donc, des usages, prairies, terres arables, etc. Selon les travaux de Dominique Arouez. Et on peut remobiliser cette connaissance pour justement mesurer l'impact de l'urbanisation sur le déstockage de carbone. Et donc on voit que les surfaces qui ont été urbanisées, ça représente l'équivalent de 50 000 tonnes de carbone qui pouvaient être stockées, qui ne le sont plus. Et quand on prend finalement l'émission moyenne d'une voiture en CO2 et son kilométrage moyen, ce sont les données moyennes, eh bien on s'aperçoit que l'urbanisation dans le Sud-Manche, ça représente l'équivalent de l'émission de CO2 de 21 000 voitures. Donc ici, il y a un impact carbone qui est très fort. Maintenant, quand on raisonne toujours sur les aspects cycle de l'eau, régulation de la ressource en eau, à travers le travail de photointerprétation et en fonction des modalités d'urbanisation, on peut définir le pourcentage de surfaces imperméabilisées. Donc de surfaces pour lesquelles, finalement, on va avoir un ruissellement qui va être généré par cette imperméabilisation. Vous avez ici un document de l'Agence européenne pour l'environnement qui met en relation le pourcentage de surface imperméabilisée avec le pourcentage de ruissellement. Et quand on tient compte de ce document et qu'on le croise avec nos modalités d'urbanisation, eh bien, on voit que les volumes d'eau qui ont été finalement détournés de leur destination, eh bien, ça représente 4 millions de mètres cubes sur le Sud-Manche, ce qui représente, ce qui n'est pas rien, la consommation d'une ville de Caen, c'est-à-dire la consommation de 110 000 personnes
par an, hein, ce qui est donc le cas pour la ville de Caen. Donc cette eau, évidemment, elle est détournée, elle va être pour partie canalisée, elle va être acheminée, elle va être retraitée. Donc tout ça, ça a aussi un coût pour la collectivité. Donc ici, l'impact, hein, on voit bien, est quand même considérable. Bon, pour revenir plus à notre thématique, les conséquences pour l'agriculture, eh bien, elles sont aussi très importantes. Vous avez ici un petit diagramme sectoriel qui vous montre les surfaces urbanisées en fonction des potentialités agricoles, enfin les potentiels de production estimés de ces surfaces urbanisées. Et on voit quoi? Eh bien, on voit que finalement, on a 52% des surfaces urbanisées qui renvoient à de la bonne terre, hein, c'est-à-dire tout ce qui est en vert jusqu'à vert foncé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, quand on a urbanisé, eh bien, on s'est finalement assez peu soucié, en tant qu'élu, en tant que collectivité, en tant qu'acteur, à la question des potentialités de production des sols. Ce que l'on voit aussi, c'est que quand on retranscrit ça en termes de perte de production, eh bien, en équivalent céréalier, c'est 3% de perte de production quand on prend la situation 2010 par rapport à la situation 2002. Et ça représente en termes de superficie l'équivalent de 44 exploitations qui auraient été supprimées. Maintenant, quand on retranscrit ça en termes de production laitière, eh bien, on peut aussi faire des équivalences. Ce qui a été urbanisé, c'est l'équivalent de 14 000 tonnes de matière sèche, ce qui représente la consommation annuelle de 1600 vaches laitières et ce qui entraîne donc une perte de production laitière de 14 millions de litres de lait. Donc là aussi, on voit bien les conséquences en termes de production agricole. On peut aller encore plus loin, notamment sur la problématique de l'épandage, où cette urbanisation va entraîner une perte de capacité de charge en épandage. Hein, cette perte de capacité correspond à la production, notamment de 3000 vaches laitières, en contexte de zones vulnérables, production d'azote. Alors, derrière ce constat, l'idée, c'est de dire on est capable de faire une observation fine de la consommation d'espace, on est capable de mesurer les impacts environnementaux et agronomiques ou agricoles de cette urbanisation. Maintenant, il faut aller au-delà du constat, il faut aussi aller sur l'aménagement de territoire. Et l'idée, c'est de dire, là c'est juste un exemple, si on prend le cas d'une commune avec son PLU, vous avez en bleu les zones naturelles, vous avez en vert les zones agricoles, vous avez en rouge les zones urbanisées, puis vous avez en gris, ici, et en gris clair, les zones qui sont destinées à l'urbanisation dans les années à venir. L'idée, c'est de dire, eh bien, écoutez, si maintenant vous prenez en compte, cette connaissance que l'on a sur les potentiels de production, eh bien, je reviens ici, on a donc une zone qui est destinée à l'urbanisation, qui apparaît ici sur des terres plutôt de bonne qualité. Autre zone destinée à l'urbanisation, avec des terres qui sont plutôt à faible potentiel de production. L'idée, c'est de dire, à travers cette information, si vous avez peut-être à urbaniser en priorité un secteur, il faut le faire là où les terres sont les moins bonnes pour conserver les bonnes terres pour l'agriculture. Alors cette information, aujourd'hui, elle est prise en compte de plus en plus. Alors je n'ai pas le temps de développer, mais on a un certain nombre d'exemples qui montrent que notamment dans le cadre de la création, enfin de la révision des PLU, eh bien, les communes qui ont cette information ont quasiment divisé par 2 les surfaces destinées à l'urbanisation. Donc elles ont pris conscience de la nécessité de conserver cet outil de production là où les potentialités sont les plus fortes. Alors en conclusion, qu'est-ce que je dirais? Eh bien, vous avez vu que la connaissance sur les sols, c'est une connaissance qui est indispensable dès lors qu'on veut faire de l'aménagement raisonné de territoire. Que ça suppose effectivement d'avoir une connaissance fine des sols et qu'il faut pour cela investir de manière significative. Je n'ai pas parlé des coûts, à la fois humains, matériels et financiers, mais évidemment derrière ce travail-là, tout ça nécessite un investissement important. Mais c'est un investissement sur du long terme. Ce n'est pas un investissement sur 2 ans, sur 5 ans. C'est un investissement sur plusieurs générations. Hein. Donc il faut l'envisager comme ça. Autre conclusion, c'est de dire qu'il faut absolument développer ce type d'observatoire de la consommation des espaces pour mieux mesurer les impacts environnementaux et agricoles. C'est aussi d'encourager, de dire en conclusion qu'il faut encourager ou poursuivre les collaborations entre le monde de la recherche et les acteurs institutionnels. Vigisol en est un très bon exemple aujourd'hui. Je pense que ça ouvre aussi la recherche aux préoccupations des acteurs et ça permet aussi aux acteurs de pouvoir remobiliser
des données, des outils, des méthodes innovantes pour leurs actions. Et puis enfin, je dirais qu'il faut que tout un chacun qui s'implique dans ce type d'action s'engage davantage dans les actions de communication comme on peut le faire là, pour d'abord faire savoir, sensibiliser à travers notamment l'impact de l'urbanisation sur l'environnement et l'agriculture, mais aussi pour diffuser les savoir-faire. Hein. Et aujourd'hui, ce que l'on fait actuellement en Basse-Normandie, on est en train de l'implanter en Haute-Normandie, on l'a fait pour partie dans le Nord-Pas-de-Calais, pour partie en Bretagne, et nous, ce que l'on souhaiterait, c'est pouvoir généraliser cette approche à tous ceux qui pensent que ça peut être utile pour leur territoire. Voilà, je vous remercie beaucoup.